Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez dans la foulée en rattrapage, soit en replay sur bismart.fr, soit en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la micro qui anime cette séance et la valse des résultats crée pas mal de volatilité sur certaines valeurs en particulier et dans l'ensemble du marché également. On est sur le thème de la technologie avec les grands noms américains qui commencent à publier et toute la question est de savoir si l'histoire des dépenses en capital, des dépenses d'investissement reste une histoire intacte pour ces grands hyperscalers américains. Ça semble le cas dans les résultats et dans les chiffres qui sont communiqués au marché avec une accélération encore de ces dépenses en capital qui est communiquée par de grands groupes comme Meta par exemple ou encore Microsoft qui publiait hier soir leurs résultats trimestriels. Du côté des réactions de marché, la situation est un peu différente d'une valeur à l'autre, alors que le marché était très vigilant, voire défiant vis-à-vis de la stratégie de CAPEX d'un Meta ces derniers mois. Le groupe semble rassuré avec des revenus records et des CAPEX qui vont s'élever à plus de 130 milliards de dollars sur l'année 2026. La réaction de marché est positive chez Meta. À l'inverse, Microsoft, qui était plutôt une darling dans ce groupe des 7 magnifiques, avec une participation très importante évidemment dans OpenAI. Microsoft semble décevoir, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le titre Microsoft est en chute de plus de 10% au moment où on se parle sur le marché américain, malgré une publication plutôt bonne sur le plan des ventes, des bénéfices également, mais la dose de CAPEX chez Microsoft face à une petite baisse séquentielle de la croissance du cloud chez Azure ne convient pas aux investisseurs et la réaction est donc fortement négative. On a une réaction très négative également sur l'allemand SAP en Europe avec un titre là aussi qui plonge d'un peu plus de 10%. Pauline Grattel vous apportera plus de détails encore sur ces publications majeures dans le secteur technologique. Du côté de la macroéconomie, le marché digère la communication de la Réserve fédérale américaine hier soir sans grande surprise. On notera quand même 2 dissidents au sein du FOMC pour cette pause qui s'est imposée à la Fed avec un constat macroéconomique assez équilibré dressé par Jérôme Powell. Les risques baissiers sur l'emploi et les risques haussiers sur l'inflation ont diminué, même si ces risques existent toujours. Le marché n'anticipe pas, à court terme en tout cas, de nouvelles baisses de taux du côté de la Réserve fédérale américaine, mais peut-être un peu plus tard au cours de cette année 2026. Discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Nous n'oublierons pas l'Europe également dans cette émission, avec d'ailleurs des premières estimations de croissance qui vont être publiées demain pour un certain nombre de pays européens. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur les actions immobilières, les foncières cotées en Europe, le bilan de l'année 2025, les enjeux, les perspectives pour 2026. Nous évoquerons ce segment de marché avec Laurent Saint-Aubin qui est directeur de la gestion action de Sofidy et qui sera notre invité dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. On va parler évidemment de la micro et des résultats qui animent cette séance. Évacuons d'abord le sujet de la Réserve fédérale américaine. Oui, après 3 baisses consécutives, la Fed a opté pour le statu quo. Maintenant, ses taux directeurs dans une fourchette entre 3,5 et 3,75%. Cette décision est loin d'être unanime. 2 membres ont plaidé en faveur d'une nouvelle baisse des taux, mais Jérôme Powell refuse de céder à la pression de Donald Trump. Il pointe une économie solide, un chômage stable et une inflation en repli. La Fed réitère une approche meeting par meeting et se garde le droit de décider de la suite en fonction des données. Un mot des marchés obligataires et du dollar également au lendemain de cette décision de la Fed, cette communication de la Fed, Pauline. Le rendement américain à 10 ans se tend légèrement au-delà de 4,25% sur le marché des changes après une chute de 1,5% cette semaine face à un panier de grandes devises. Le dollar tente de se stabiliser aujourd'hui. L'euro-dollar se maintient à 1,20. Enfin, sur les métaux précieux, énorme volatilité. Après avoir atteint des niveaux records, l'or, l'argent et le cuivre se sont retournés de manière spectaculaire. Ouais, effectivement, des positions qui semblent se déboucler sur ces métaux précieux et sur le cuivre également. Et le dollar d'ailleurs qui se raffermit un petit peu à l'occasion de ces débouclements de positions. L'euro-dollar se traite plus proche de 1,19 désormais que 1,20.
Du côté des indices actions aux États-Unis, c'est bien sûr la microéconomie et les résultats qui font vibrer cette séance. Oui, c'est le Nasdaq avant tout qui attire l'attention avec une baisse de 1%, alors que les investisseurs arbitrent les publications de 3 des 7 magnifiques. Pour Microsoft, la sanction est sévère. Le titre plonge de 10% à l'ouverture malgré des résultats solides et supérieurs aux attentes au global. Néanmoins, les dépenses massives en IA sur fond de léger ralentissement de l'activité cloud passent mal visiblement du côté des investisseurs. Oui, à l'inverse, Meta explose les attentes avec une réaction de marché très positive. Oui, avec un chiffre d'affaires en hausse de 25% sur un an à 60 milliards de dollars. Mais ce sont surtout les prévisions de 2026 qui sont saluées et au-delà des attentes. Meta prévoit aussi des investissements jusqu'à 135 milliards de dollars en 2026, soit 2 fois les dépenses de 2025. Le titre bondit de 10% à l'ouverture après avoir suscité de la défiance des investisseurs ces derniers temps. Un mot de Tesla également, le chiffre d'affaires est en ligne avec les attentes, même si le chiffre d'affaires est en recul sur le dernier trimestre de l'année écoulée. Elon Musk annonce un pivot stratégique tourné vers l'IA physique, notamment les robots humanoïdes, entre autres, et une restructuration de sa gamme de modèles Tesla en supprimant les modèles les plus chers et les plus haut de gamme. Le titre est un peu sanctionné d'ailleurs également après toutes ces annonces avec une baisse de 3% pour l'instant. En Europe, la tendance est également dictée par les résultats, Pauline. Oui, avec en premier lieu un DAX plombé par SAP qui dévisse de 15%. L'éditeur de logiciels est lourdement sanctionné malgré un revenu net ajusté en hausse de près de 20% au quatrième trimestre et un chiffre d'affaires conforme aux attentes. Cela ne suffit pas à compenser le carnet de commandes dans le cloud inférieur aux attentes et des prévisions pour 2026 jugées décevantes. Le DAX est en retard aujourd'hui avec une baisse de plus de 1,5%. Et puis le CAC, lui, est tiraillé entre les belles hausses des titres Schneider Electric ou encore Legrand et à l'inverse la baisse d'Eurofins Scientifique ou encore de ST Micro. ST Micro a d'abord évolué en tête du CAC 40, mais la tendance s'est complètement inversée dans l'après-midi. Le titre plonge de 5% en fin de séance, après une année 2025 compliquée, avec un bénéfice net en chute de 90%. Le quatrième trimestre marque un retour à la croissance et ST Micro anticipe un rebond des ventes sur le début d'année. De son côté, Eurofins Scientifique trébuche également de 5%, malgré des résultats et des perspectives globalement solides. Quel sera le programme demain à l'agenda pour les investisseurs ? Demain, côté macro, en zone euro, on attend les premières estimations de croissance des différents pays pour le quatrième trimestre, ainsi que les estimations d'inflation pour le mois de janvier. Côté micro, les investisseurs arbitreront les résultats d'Apple publiés ce soir après la clôture. Demain, les résultats d'ExxonMobil, Chevron ou encore American Express sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Claudia Panzeri est avec nous aussi, CIO d'UBS France. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Michel Martinez de nous accompagner également. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB et Benjamin de Lacvivier est également à nos côtés, gérant action chez Amplégest. Bonsoir Benjamin, ravi de vous accueillir dans cette émission. Bonsoir. Merci à vous trois d'être là. Commençons peut-être avec l'histoire de la tech américaine et surtout cette histoire de CAPEX dans l'IA, bien sûr. Claudia, est-ce que cette histoire est intacte? Est-ce qu'elle reste incontournable pour l'investisseur en 2026? Et est-ce que cette histoire de CAPEX offre encore un risque-reward intéressant pour l'investisseur? Alors, je pense que l'intelligence artificielle, c'est encore un trend qui est très positif. On a eu à peu près entre 2 ans et 2 ans et demi, plus de 610 milliards d'investissements en CAPEX. Il y a encore à peu près 400 milliards, voire 450 milliards cette année. Et quand on regarde à l'horizon 2030, nous, on a plus de 1000 milliards, effectivement, d'investissements à venir. Je pense que... Donc l'accélération des CAPEX, elle n'est pas finie. Pas terminée. Alors, la vraie problématique, c'est la monétisation des investissements et la croissance des profits. Vous avez parlé tout à l'heure des Microsoft qui baissent sur les résultats. Les résultats, ils étaient vraiment très bons. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'investisseur a plutôt tendance à rémunérer les sociétés qui font mieux que les attentes, plutôt que les sociétés qui sont en ligne ou en baisse par rapport aux attentes. Donc, il y a une certaine course au fait de surprendre à la hausse. Et au-delà de ça, depuis le mois de décembre, les valorisations sont en baisse sur le secteur technologique. Donc, on pourrait dire même qu'aujourd'hui, à 25 fois les bénéfices, certaines valeurs du secteur technologique apparaissent très attrayantes. Au-delà du CAPEX lui-même, je pense
qu'il y a deux facteurs qui sont importants. On a parlé tout à l'heure de la monétisation des investissements et puis maintenant le funding des investissements. Ouais. Parce que déjà en fin d'année dernière, il y avait une correction sur les marchés due aux inquiétudes des émissions obligataires et donc à des remontées des spreads des crédits pour pouvoir financer ce CAPEX. Si ce CAPEX, en réalité, est financé avec du cash, et ce cash n'est pas utilisé pour faire du share buyback, pourquoi pas? En réalité, les actions, on sait très bien, sont l'instrument pour financer la croissance future. Et pour de la croissance future, il faut investir dans ce cas-ci, dans le CAPEX. Si nous sommes face à un secteur ou de sociétés qui ont encore la capacité à investir du cash, qui peut-être réduit le share buyback, mais ce n'est pas le cas encore, mais investissent le cash, et puis ils sont capables de générer de la croissance, pourquoi pas? Je pense qu'il y a une énorme différence, par contre, entre les trends 2024, 2025 et 2026. Le marché a rémunéré en 2024 et 2025 les hyperscalers, donc à toutes les sociétés qui avaient la capacité d'investir et pouvoir générer cette capacité d'implémentation de l'intelligence artificielle. Et même dans nos portefeuilles, pendant 2 ans, on était très focalisé sur ces sociétés. Depuis fin d'année dernière, la diversification au sein du secteur technologique a augmenté. Et on est plus concentré sur les softwares qui aujourd'hui souffrent un peu, mais dont la valorisation est super attrayante et dont la monétisation des investissements faits par des autres sociétés va être visible en 2026 et 2027. C'est enfin le moment du soft. C'est enfin le moment du software. Parce que là, quand on a vu toutes les boîtes de hardware, et j'inclus aussi les boîtes de puces, bien sûr, ou de mémoire vive, les Samsung, les Skyenix, on sent quand même que le marché est encore très attiré par ce genre de valeur. Mais vous dites 2026, ça doit à un moment être l'heure des softwares. C'est le différentiel en performance, c'est le différentiel en valorisation. Et surtout, vous voyez, si vous avez un hyperscaler qui n'attend pas le consensus en termes d'estimation, en fait, il vient fortement pénaliser. Donc, il faut revenir sur les sociétés qui n'ont pas bénéficié pendant 2024-2025, dont les valorisations sont attrayantes, mais qui vont bénéficier de l'implémentation et de l'application. Avec une croissance des profits qui va accélérer avec un taux d'utilisation qui augmente. Et on voit que le taux d'utilisation augmente. Et donc, on attend effectivement de ces groupes de logiciels, de software, qu'elles démontrent à travers les publications de 2026 que oui, l'IA, alors leur permet peut-être de réduire les coûts, c'est une première histoire, mais leur permet de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Ça doit se voir cette année. Exactement, entre 2026 et 2027. Donc, on n'attend jamais effectivement le moment de voir les résultats parce que après c'est trop tard, mais entre 2026 et 2027, avec un taux d'utilisation de l'intelligence artificielle qui augmente, on devrait voir ces sociétés qui utilisent, donc ce qu'on appelle les applications, bénéficier de cette tendance. Michel, comment le macroéconomiste regarde cette histoire de CAPEX? Alors, est-ce que c'est du fuel pour la croissance future encore, la dimension macro? Et puis, est-ce que ce rythme d'investissement, Claudia évoque des horizons 2030 où on pourrait dépasser la barre des 1000 milliards de dollars d'investissement? Est-ce que ce sont des estimations solides? Enfin, est-ce qu'on va aller jusque-là, effectivement? Alors, on a publié quelques documents sur ces sujets ces dernières semaines, ces derniers mois, à la recherche à Société Générale. Alors, le premier message, je suis d'accord avec Claudia, ça va rester un thème, on est d'accord, d'investissement en 2026. C'est une industrie naissance, on est au début de la vague d'investissement. L'an dernier, on voit que ça a expliqué une grosse part de la croissance de la demande domestique aux États-Unis. Ça a expliqué la forte croissance du commerce mondial malgré la guerre tarifaire. Et ça, tout porte à croire que ça va continuer cette année. Et en plus, les politiques macroéconomiques aux États-Unis vont être plutôt accommodantes. Donc, ça devrait soutenir. Alors après, il y a la question de l'horizon. Et alors, quand on regarde ces chiffres-là, alors nous, on avait des... Et des surcapacités ou non qu'on est en train de construire. Là, on a fait des calculs un peu poussés. Alors nous, on était parti d'une estimation d'investissement à l'échelle mondiale d'environ 800 milliards de dollars par an. Alors, tout compris, c'est pas uniquement les hyperscalaires, ça fait quand même 0,7 points de PIB mondial par an. Alors, on cumule, et évidemment, cet investissement, il doit générer un retour. Et on a essayé de comparer cette révolution industrielle aux révolutions technologiques passées. Et donc, si ça avait le même impact sur l'économie que la révolution des technologies de l'information et des communications fin des années 90, début des années 2000, il faudrait que la croissance mondiale, qui est un peu inférieure à 3% l'an, passe à plus de 4,3% l'an.
C'est quand la dernière fois qu'on a eu plus de 4% de croissance? Voilà, d'accord. Bon, c'est déjà une réponse, Les Michel. 30 glorieuses. C'est déjà une réponse. Voilà. Et à l'échelle mondiale, là. Parce qu'en fait, les autres révolutions avaient commencé Plus localisées. plus localement. Et si c'était comparable à la machine à vapeur, pareil, 4%, 4 et des poussières. Si c'était comparable à l'électricité, ce serait plus de 5% l'an. Donc, bien sûr, là, on voit bien qu'il y a un rythme effréné d'investissement. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. Hein. Quand on regarde, il y a beaucoup macroéconomistes qui ont fait des estimations des gains de productivité associés à la technologie, à l'intelligence artificielle. Alors, il y a le plus pessimiste qui est Daron Acemoglu, un prix Nobel d'économie. Ça dit que ça ne va pas faire grand-chose. Voilà. Et puis, il y en a plus optimistes, comme un autre prix Nobel d'économie, comme Philippe Aghion, qui dit que ça va faire 1,3, 1,4% par an. Dans ce cas-là, c'est la croissance mondiale pour effectivement connaître des rythmes de croissance supérieurs à 4% l'an. Mais quand on regarde, il faut quand même que toutes les étoiles soient alignées. Il faudrait qu'il y ait des cas d'usage, pour reprendre ce que disait Claudia, assez rapidement. On voit que ça marche, que les entreprises... Qu'il n'y ait pas de barrière à la diffusion de l'IA. Enfin, je veux dire, qu'il y a des entreprises utilisatrices. Elles embrassent complètement l'enjeu et qu'on voit des gains de productivité dans les entreprises utilisatrices. Et puis, il faut que les autres étoiles, qu'il n'y ait pas de contraintes sur la chaîne de valeur, l'énergie, la régulation, la géopolitique, la sécurité, tout ça. Oui. Il faut que tout soit... Oui. Voilà, il faut que tout soit réuni. Et donc, le risque, c'est qu'il y ait certains... concurrents, leaders dans l'intelligence artificielle, soient obligés de réduire leurs investissements. On peut vite se retrouver limité par une question d'offre énergétique, par exemple, dans ces affaires-là. Voilà, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y en a d'autres. Il y a la géopolitique aussi. Et donc, voilà, donc c'est ça. Donc, c'est avoir en tête que les rythmes auxquels on assiste, ils sont historiquement gigantesques. Ils dépassent toutes les révolutions technologiques passées de l'humanité. C'est ça, quand on le compare à l'échelle mondiale. Et là, donc, mais encore une fois, c'est probablement pas une histoire, s'il y a un ralentissement, 2026. J'entends. Non, mais c'est bien de donner cette perspective et ces ordres de grandeur, et l'histoire s'écrit sous nos yeux de ce point de vue-là. Comment est-ce que tout ça rebondit quand on est gérant action européenne, notamment dans l'univers des entreprises de taille moyenne? Ce cycle de CAPEX tourné vers l'IA, alors on a compris, les hyperscalers, les fournisseurs de hardware en ont largement profité jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que maintenant, c'est les enablers, les diffuseurs qui vont s'accaparer cette technologie? Et comment ça rebondit sur nos marchés en Europe, Benjamin? Ouais, alors on n'a pas d'hyperscaler effectivement en Europe, on n'a pas de fab non plus, mais on a les équipementiers et qui, eux, commencent à en bénéficier très fortement. Ça a déjà été pas mal joué en bourse. Là, tous les équipementiers européens, ils sont entre plus 25, plus 30% depuis le début de l'année. On a eu une très bonne publication d'ASML hier ou avant-hier, qui a bien commencé, qui a performé bien en bourse, mais qui a fini dans le rouge. Ensuite, et on a aussi un autre moyen de jouer ça, c'est via les acteurs liés à l'électrification en Europe, parce qu'il faut bien l'énergie pour alimenter tout ce data center-là. Et là, on a des attentes de CAPEX qui sont assez gigantesques aussi. C'est pas 1000 milliards comme sur l'IA, mais c'est plusieurs centaines de milliards d'euros par an, en croissance de plus de 10% par an d'ici à 2035, avec beaucoup de visibilité. Et là, ici, on a des champions européens, enfin des champions mondiaux européens. Bien sûr. Donc, on a les équipementiers électroniques, les ABB, les Legrand, les Legrand Schneider. On a les câbliers, les Nexans, les Prysmian. On a aussi des plus petites entreprises un peu moins connues, des Pfisterer en Allemagne qui font des connecteurs pour connecter ces câbles-là, justement. Et là, la part IA dans leur business commence à devenir significative, visible. Je crois que l'activité dans les data centers, alors, ils partaient de zéro il y a à peine une dizaine d'années, c'est 20% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Oui, ça devient stratégique. Et puis après, il y a la partie électrification qui, indirectement, est liée à l'IA. Eux, effectivement, ils fournissent directement dans les data centers. Complètement. Sur la partie logicielle, vous dites quoi? Parce qu'on a une belle cote d'entreprises de software en Europe, notamment dans l'univers small et mid, Benjamin. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Le marché a pensé que c'était la fin de ces boîtes. Ouais, alors que pourtant on voit bien que les croissances ont pas été, les attentes d'IPS n'ont pas du tout été modifiées.
On voit SAP qui ce matin publie des résultats qui sont un petit peu en dessous des attentes sur 25 et sur 26, et les titres hyper, enfin je crois que c'était 15% à un moment dans la journée. Après une année 2025 qui n'a pas été une belle année. On a Nemetschek qui ils font des logiciels qui sont utilisés par les architectes et les ingénieurs dans le secteur de la construction. C'était allemande un peu plus petite. Qui a upgradé ses résultats l'année dernière et qui finit en forte baisse l'année dernière, qui est déjà à moins 20% cette année. Ce matin, ils ont relevé leurs résultats et elles baissent, alors certainement en sympathie avec la publication des SAP, mais elles baissent encore. Nous, on est convaincus que, on a l'impression que le marché pense qu'il va y avoir des AI natifs qui vont arriver et qui vont chambouler tout le marché. Pour arriver à déloger des SAP, des Nemetschek, il faut arriver à avoir une solution qui est beaucoup moins chère, bien meilleure. Pourquoi est-ce qu'ils arriveraient à le faire? Il y a quand même des grosses barrières d'entrée en dehors du coding. Il faut connaître son marché, il faut connaître ses clients. Il y a de la réglementation assez spécifique par niche. SAP, ils sont chez le client, dans l'entreprise, et parfois pour toute la vie de l'entreprise. Voilà. Quoi. Je veux dire, c'est... Et il faudra passer sur le cloud des SAP pour pouvoir être un jour full. Qu'est-ce qui va changer la perception du marché? Le marché s'est polarisé, a pris le parti que c'était des losers éternels de l'IA. Il y a sans doute de l'exagération là-dedans. Qu'est-ce qui va modifier la perception? Alors, c'est pas la publication des SAP de ce matin, c'est sûr. Il va falloir avoir quelques bonnes publications et peut-être avoir l'arrivée d'OpenAI, d'Anthropic en bourse pour voir un peu ce qui se passe. Je sais pas, mais là, en tout cas, c'est que du sentiment, ça c'est sûr. Michel? Oui, je voulais rebondir sur l'impact sur l'Europe, l'intelligence artificielle. Donc, il y a deux versants, demande et donc l'investissement, un peu comme aux États-Unis. Alors, on voit des frémissements en Europe. C'est pas 50% de la croissance comme aux États-Unis, mais ça peut expliquer peut-être 20% de la croissance. Quand on regarde les quelques données dures qu'on a. Et puis, il y a l'aspect offre. Et là, j'ai été surpris. On a regardé un peu en détail. Effectivement, toute la production de biens manufacturiers en delta qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et on arrive à peu près à 2% du PIB en zone euro. Mais c'est pas ridicule. Non, c'est pas ridicule tout, parce que si ça fait plus 10% par an, on rajoute 0,2 points à la croissance. Alors que quand une croissance de 1%, c'est vraiment pas rien. Et donc on bénéficie aussi quand même de ce cycle-là. Même si on est importateur net, mais en fait, de ces biens-là, mais en valeur ajoutée, c'est positif et ça croît. Quand même, on voit que les tendances sont sur l'investissement. Même l'année dernière, la contribution à la croissance du PIB américain a été exceptionnelle. Tout le monde attendait un ralentissement macroéconomique aux États-Unis début 2025. On l'attendait en Europe, ça ne vient pas. On voit que sur la partie équipement, même allemand, ça s'améliore. Donc, structurellement, que ce soit des investissements privés ou que ce soit des investissements publics, parce qu'il y a des investissements publics, la tendance des fonds est assez positive. Est-ce que ça rend, j'aime bien cette histoire de CAPEX, mais est-ce que ça rend la croissance plus résiliente? Parce que là aussi, la big picture de 2025, c'est qu'on se dit qu'avec le fracas Trump, les frictions partout, tout le temps, géopolitique, etc., je veux dire, à un moment, tout le monde a vu quand même que la croissance pouvait lâcher. C'était le moment Liberation Day. Et au final, non, la croissance est quand même très résiliente. Est-ce qu'il y a un changement de nature de la croissance, effectivement, qui explique cette résilience? Je pense qu'en fait, on rentre dans des cycles de long terme qui rend le régime macroéconomique, tu peux le dire peut-être, Michel, je ne sais pas si tu es d'accord, mais moins volatile. On avait un régime macroéconomique où l'évolution des taux d'intérêt avait un impact sur le consommateur, où le marché de l'emploi pouvait effectivement avoir un impact sur le cycle et la croissance générale. Aujourd'hui, on est dans des cycles d'investissement qui sont multi-annuels, qui ont prolongé ce cycle de manière assez impressionnante. Il ne faut pas oublier qu'on allait à travers des hausses des taux en 2022 assez exceptionnelles, sans récession. On a un cycle qui est extrêmement long et prolongé par ces investissements privés et publics. Michel, changement de nature de la croissance? On est moins. La consommation reste importante, c'est pas ce que je veux dire, mais on a quand même plus de soutien de la part de l'investissement, de la production. En tout cas, c'est l'idée. Oui, mais après, la volatilité en macroéconomie, elle vient en général de chocs externes, de crise financière, choc, crise immobilière. C'est souvent la dette qui est le problème, voilà, dans les crises. Il y a des crises comme ça. Et ça, je pense qu'il y a quand même encore des zones de fragilité dans le monde. Donc, je ne dirais pas que ça a totalement disparu. Non, mais la question du financement de ces CAPEX, qui est peut-être une source de vulnérabilité aussi derrière ce thème-là. Et on le voit, dès qu'on a eu des mouvements sur la partie spread, investment grade, sur la partie tech l'année dernière, on a eu une correction des marchés.
Si on bascule un peu sur l'idée du dollar et donc de la Fed, de Trump, du debasement trade également, Benjamin, d'un point de vue européen, encore une fois, l'euro-dollar à 1,20. Début 2025, on ne devait pas être loin de la parité, je crois. Donc, ça fait quand même déjà un beau parcours. Ça a été un vent contraire pour pas mal de boîtes exportatrices, évidemment, en 2025, pour l'Europe, j'entends. Comment les entreprises se sont adaptées à cette situation? Est-ce que 1,20, c'est un équilibre qui convient malgré tout à tout le monde, à des entreprises européennes aussi? Est-ce qu'il y a des stratégies de couverture particulières? Bref, est-ce que ça pèse encore un peu sur les perspectives et les résultats, ou est-ce que les boîtes européennes se sont adaptées là? Alors déjà, les entreprises, elles se couvrent généralement toujours contre le taux de change. C'est pour ça que normalement, opérationnellement, ça met à peu près 1 an à impacter vraiment l'opérationnel. Mais c'est sûr que la baisse du dollar, elle est négative pour toutes les entreprises européennes comprises. Elle est relativement plus positive pour les petites entreprises parce qu'elles sont plus domestiques et donc elles vont moins être impactées par cette baisse du dollar. Mais globalement, c'est très négatif. Ouais, bon. Et elles s'attendent à quoi là, pour l'année 2026? Généralement, les CFO, quand vous leur parlez, ils vous disent qu'ils ne font pas de paris. C'est pas les traders, ils ne font pas de paris sur le dollar. Le niveau, je ne sais pas s'ils ont un niveau en tête qui est pivot. Eux, ils se couvrent et puis ça impacte leur croissance tous les ans. Donc c'est assez, voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un vent contraire un peu moins puissant en 2026, les mouvements du dollar? Et 1,20, est-ce que c'est déjà un sujet à minima de réflexion pour la Banque Centrale Européenne, par exemple, Michel, avec en plus des chiffres d'inflation qui vont quand même un peu s'écarter de la cible, au moins à court terme? Pas mal. Moi, je dirais la question du taux de change, l'appréciation de l'euro... en fait, essentiellement contre le dollar, un peu aussi contre le yen, le yuan, mais c'est essentiellement une histoire dollar. Et comme tu l'avais dit, c'est une histoire des baissements de dollars. Et donc, il faut avoir en tête que l'euro, il s'est apprécié pas contre toutes les devises. Quand on regarde le taux de change effectif de l'euro, surtout quand en plus tu prends en compte les évolutions d'inflation, qui ne sont pas les mêmes, le taux de change effectif réel. Réel, c'est ça. C'est ça qui est important, parce que il faut tenir compte aussi, si un pays peut dévaluer sa devise, mais si les prix domestiques augmentent d'autant, voilà, tout est effacé. Très clair. Et donc le taux de change réel de l'euro contre toute le devise, il a quasiment pas bougé depuis 2024. Il a augmenté de 3-4%. C'est pas une perte de compétitivité pour l'Europe. Enfin, en tout cas, la perte de compétitivité vient pas de la devise. Déjà, de mettre ça dans le contexte, et en plus, ça dépend des pays. Par exemple, la France et l'Italie, comme il y a eu peu d'inflation, le taux de change réel de la France, il est un plus bas historique aujourd'hui. L'euro... du point de vue des... Pour la France, l'euro réel est un plus bas historique. Est un plus bas historique. On a moins d'1% d'inflation. Oui, mais on n'a pas... Les salaires n'augmentent pas vite, voilà. Et donc, avoir ça en tête qu'en termes sur longue période, c'est pas... il ne se passe pas des choses qui vont changer radicalement le profil de croissance, même d'exportation des entreprises de la zone euro. Alors après... je pourrais même rajouter, si on regarde l'aspect croissance, que en général dans les modèles macroéconomiques, ce qui compte, c'est d'où vient l'appréciation de la devise. Et alors, si c'est parce qu'il y a des tensions domestiques, il doit y avoir un durcissement à la politique monétaire, on voit bien que le but, c'est de rafraîchir tout ça. Et donc, effectivement, on va s'attendre à moins d'activité. Mais ici, c'est une histoire de dollar debasement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des flux financiers du monde qui vont vers l'Europe et qui vont s'investir. Qui sortent du dollar vers le reste du monde. Et ça, c'est très positif. Et donc, les modèles macroéconomiques disent que finalement, l'impact macro, en général, il n'est pas énorme. C'est pour ça qu'il y a plutôt en Allemagne, en Europe, on a souvent préféré avoir une devise forte qu'autre chose. Donc ça, c'est donc l'impact macroéconomique pour nous, il y a pas circulé, il y a rien à voir. Pas vraiment de sujet. Il y a peut-être un petit sujet vis-à-vis de la Chine. La Chine, et ça a été évoqué par la BCE, Philippe Lane. Mais pour la Chine, le taux de change joue, mais c'est pas. On voit bien avec les véhicules électriques, d'autres technologies, c'est pas le seul sujet, le prix. Il y a les technologies elles-mêmes. Ils ont de la compétitivité hors prix désormais. Hors prix, voilà. Mais après, pour revenir à la politique monétaire, le vrai sujet de tout temps, c'est le rapport mécanique entre le change et l'inflation. Et là,
encore une fois, quand on regarde aujourd'hui par rapport à 2024, le taux de change effectif réel, il a augmenté de 4%. Ça veut dire qu'il y a 0,1, 0,2 points d'inflation en moins. Et effectivement, l'inflation au début de l'année, elle va baisser peut-être à 1,6, 1,7. Et donc, si ça se prolonge, on pourra même peut-être baisser en dessous. Et Ça donc, va nous inquiéter, Michel. Oui. et donc, la Banque Centrale Européenne devra... il y aura les Dove qui plaideront Il y aura une discussion. pour des baisses des taux. D'accord. Ce qui n'est pas, Non, notre vue. je sais que vous regardez à travers, là. À travers, voilà. Mais cette discussion, elle aura lieu. quand Elle même. risque d'avoir lieu. Voilà. Probablement pas la semaine prochaine, je pense. Ouais. Mais Bon. Mais c'est quand même- Alors, ouais, c'est Claudia, quand même et puis très intéressant. le dollar, et puis je veux qu'on parle Ouais. des métaux avec vous aussi, bien sûr. Allez-y. Et c'est quand même très intéressant, Michel met une avance à 2 points. C'est le taux d'échange effectif. C'est le taux d'échange par rapport à un panier des valeurs. C'est pas seulement par rapport au dollar, parce qu'on n'exporte pas seulement par rapport aux Pondérer États-Unis. des échanges Donc, commerciaux. le fait à pondérer des échanges, il n'y a pas eu un mouvement aussi important Ok. et pas aussi important d'impacter, je dirais, la croissance des profits à niveau des grandes entreprises européennes. Le deuxième point qui est très important aussi, quand on regarde l'évolution de taux de change euro-dollar par rapport à l'écart des taux entre les États-Unis et l'Europe, aujourd'hui, on devrait être sur un taux de change qui est légèrement inférieur à 1,20. Donc, nous, on a une estimation des taux de change qui est autour des 1,20 pour des autres raisons. Mais quand on regarde fondamentalement, on est plutôt entre 1,17 et 1,18 qui est plus de 1,20. C'est très important parce que ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre vendredi et lundi montre qu'il y a un mouvement spéculatif sur le change et pas fondamental. Et ce mouvement spéculatif sur le change a eu un impact sur les métaux précieux parce Ouais. qu'on a eu une dépréciation du dollar Oui. avec une réappréciation de l'or, de l'argent et puis des autres matières premières qui sont inversement corrélées au taux de change. Mhm. Donc, en fait, ça met quand même en discussion pas mal de mouvements qu'on a eu pendant J'entends. 2 ou 3 jours sur les marchés. J'entends, et sur les métaux précieux, parce que là, au moment où on se parle, on avait un début de séance, j'allais dire, un peu comme chaque jour sur l'or, l'argent, le cuivre également, c'est-à-dire des hausses spectaculaires, et tout s'est retourné en cours de séance. On a quand même beaucoup de volatilité sur ces métaux précieux aujourd'hui. Alors, la Chine est peut-être en train de relever les marges requises pour investir sur certains de ces métaux, l'argent notamment. Il y a la semaine fériée en Chine également. On sait que beaucoup de spéculation vient de Chine sur ces marchés de matières premières. Donc la semaine fériée peut-être incite aussi à prendre des profits et déboucler les positions, mais quand même beaucoup de volatilité sur ces Il y a métaux-là. beaucoup de volatilité, mais vous voyez, nous avons énormément écrit sur le sujet des métaux précieux et même des métaux industriels. Pour moi, il faut faire, parmi les métaux précieux, la distinction entre l'or et l'argent. L'argent, le mouvement qu'on a eu est purement spéculatif. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une matière première qu'on utilise pour produire. Donc, dès qu'on a une hausse des prix, il y a moins de production et donc, cycliquement, on a une pression vers la baisse de la demande et donc, on devrait avoir une baisse des prix. Et l'argent n'est pas utilisé par les banques centrales dans leurs réserves d'échange. Donc, en fait, le mouvement sur l'argent, qui a été assez spectaculaire, pourrait arriver à une fin. Et on a eu une période dans l'histoire où l'or continue à monter et l'argent baissait. D'accord. Quand on regarde l'or, pour moi, la situation est plus structurelle. Vous avez une classe d'actifs qui est très défensive lorsque vous avez des inquiétudes géopolitiques, lorsque vous avez des inquiétudes sur la dette américaine, parce qu'effectivement, on voit qu'avec la relance budgétaire, et si on a un déficit à 7%, la dette peut s'empirer sur les 10 ans à venir. Et surtout, vous avez une classe d'actifs qui peut être très résiliente en cas d'inflation. Imaginons que demain, à la Banque centrale, nous avons un changement de chairman et que la Banque centrale devienne la 6. Ce n'est pas notre scénario de base, mais vous avez des attentes d'inflation qui vont déraper vers la hausse et donc vos classes d'actifs obligataires. Qu'on ne voit pas aujourd'hui. Dans Voilà. le débasement trade, il n'y a pas ce désancrage des anticipations d'inflation. C'est juste une perception. C'est pour ça que moi, je ne crois pas au débasement, parce que je vois effectivement que les attentes d'inflation sont bien ancrées. Mais si demain, vous avez une banque centrale qui, avec une croissance nominale à 5%, baisse les taux, vous pouvez avoir l'inflation qui dérape à la hausse, une partie des rendements obligataires sur les durations longues qui augmentent, et donc votre classe d'actifs obligataires ne défend pas le portefeuille en cas de ralentissement. Et là, vous avez l'or. Et en plus, vous avez l'or qui est utilisé par les banques centrales dans leur réserve d'échange. Et donc, sky is the limit, on ne sait pas valoriser l'or, donc il ne faut pas s'arrêter à un niveau de prix. Non, en fait, sky, ce n'est pas les limites. Entre-temps, on a une classe d'actifs qui, dans la durée,
va se comporter comme classe d'actifs défensive et alternative. Et de l'autre côté, vous avez une classe d'actifs qui est spéculative. Non, j'ai bien compris la distinction entre le thème or et le thème argent. Les matières premières, en général, c'est une classe d'actifs hyper attrayante aujourd'hui. On a eu l'envolée des prix. Mais même quand on pense au cuivre, le cuivre est utilisé partout dans l'électrification, dans l'intelligence artificielle. Donc, on est vraiment dans des classes d'actifs où il y a un déficit d'offres. Et plus le gap entre déficit d'offres et demande s'élargit, en fait, un impact sur les prix, ceux qu'on voit aujourd'hui dans les marchés. C'est intéressant. Là, je rebondis sur les deux sociétés que vous citiez tout à l'heure, Benjamin Nexans et Prysmian. Ouais. C'est intéressant parce que le cuivre, c'est un peu leur matière première. Ouais. J'imagine que c'est des boîtes qui sont obligées de s'adapter face à l'envolée, la perspective d'avoir peut-être des prix de matières premières, de métaux industriels structurellement plus élevés. Ils apprennent à recycler le cuivre pour maintenir des coûts raisonnables, j'imagine. Oui, ils apprennent tous à de plus en plus recycler. Et au niveau européen, c'est aussi ce qu'on essaye de faire. C'est ce qui a été dit, mais on sait que d'ici quelques années, on va être en sous-capacité de cuivre pour faire une transition énergétique et numérique. Et donc, on a besoin soit d'agrandir les mines actuelles, soit d'en faire d'autres. Et donc, cette hausse du cuivre, elle est pas mal, elle est assez positive. Parce permet de rouvrir des projets. Oui, et puis les miniers vont pouvoir faire les capex qu'ils ont besoin de faire pour agrandir. Et aussi parce qu'il y a la teneur en minerai qui s'affaiblit. Donc, il faut plus processer, donc encore plus de capex. Et après, vous avez des acteurs qui sont dans la transition énergétique et qui ne dépendent pas du prix du cuivre. Donc pour eux, c'est tout positif. Mais bon, Nexans et Prysmian, ils passent à leurs clients de toute façon ils passent la hausse. Ouais. Ils ont ce pricing power. Tout à fait. Ouais. Bon, stratégie action européenne. Qu'est-ce qui guide votre réflexion là chez Amplegest pour l'univers, notamment des mid-cap en zone euro? Il y a eu un bon début d'année. La fin d'année était plutôt bonne aussi. Est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'on repart dans un cycle de surperformance pour cet univers d'investissement? Est-ce que les planètes sont alignées pour qu'on ait enfin un vrai rebond de la croissance bénéficiaire pour les entreprises européennes? On espère. C'est vrai qu'on a eu quelques années compliquées qui n'ont pas forcément été expliquées par l'opérationnel. On a d'abord eu la hausse des taux. En fait, on a eu le Covid qui a été beaucoup plus compliqué pour les small que pour les larges. On a eu un gros rebond en 2021. On a des valorisations qui sont devenues excessives sur la classe d'actifs. Et 2022, on a eu la hausse des taux à cause de l'inflation. Et là, ça a été très, très compliqué pour toutes les entreprises, mais surtout les small. Les larges sont repartis depuis en valorisation, mais les small, elles sont restées quasiment à ce niveau-là. C'est la seule classe d'actifs quasiment où on est encore au plus bas en termes de valorisation historique par rapport à... Il n'y a pas eu de re-rating là sur Non, il n'y a pas eu de re-rating parce qu'en fait, il y a eu un petit peu de re-rating l'année dernière, mais par rapport aux larges, il y a eu le même re-rating sur les larges. Okay. Donc, le gap, en tout cas, est toujours, relatif, est toujours le même. Ce qui est plutôt positif, c'est en fait, Trump, c'est un peu le meilleur allié des small cap européennes parce qu'il y a cette volonté de se protéger avec du domestique. Et donc voilà, et on voit qu'il y a de plus en plus d'investisseurs américains qui commencent un peu à re-regarder les small cap européennes pour se couvrir. Pour l'instant, ils sont encore en mode FOMO IA. Ils savent qu'à un moment donné, il va peut-être falloir shifter. Et c'est un des seuls secteurs qui est pas cher, comme je l'ai dit, et qui est domestique. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les taux qui ont commencé à baisser en 2024. Donc le temps que ça impacte l'opérationnel, ça devrait commencer à impacter. Mais les taux longs, eux, baissent pas. Donc sur le niveau de valorisation des entreprises, ça ne nous aide pas trop. Et puis on a la croissance en Europe qui devrait un petit peu s'accélérer. Donc ça, c'est très positif parce que les small caps, elles sont beaucoup plus sensibles. Beaucoup plus sensibles que les large caps. Donc le thème, c'est cyclique pour vous là? Ouais, c'est la reprise en Europe. Donc c'est quoi? De la construction de ce thème-là? C'est la souveraineté européenne, c'est un thème dont on parle de plus en plus. Mais c'est cette volonté de... c'était le rapport de Mario Draghi fin 2024 qui expliquait qu'il fallait investir 800 milliards d'euros par an pour retrouver notre souveraineté. C'est 5% du PIB européen, donc c'est quelque chose de très significatif. Alors, le plan, pour l'instant, on n'arrête pas quand on voit les entreprises, les impacts se font attendre. Au début, c'était H2 25, puis H1 26. Là, ça semble être plutôt H2 26. Ça sera peut-être 27, mais bon, c'est en train de se mettre en place. Et en dehors des plans, il y a aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de politiques pro-business et protectionnistes qui sont mises en place. Et les politiques protectionnistes, c'est tout à fait nouveau en Europe. On a les taxes d'ajustement carbone qui sont mises en place depuis le début de l'année. On devrait avoir les quotas sur l'acier qui vont arriver en juillet, qui auront un impact très fort. Il y a de Richebourg, société française de recyclage, qui dit que si cette taxe arrive, les taux d'utilisation des aciéristes européens passeraient de 60 à 80%. Voilà, parce que l'acier européen deviendrait bien meilleur marché. Ah ouais. Bon, donc le thème du cycle porte pour vous là une stratégie action européenne en 2026. Comment s'écrit l'histoire macro 2026 pour la zone euro et l'Europe, Michel?
Alors, nous, on est relativement optimiste d'un point de vue cycliste, même plutôt optimiste d'un point de vue cyclique. Hein. On croit à une reprise longue, plusieurs années en zone euro, en tout cas, et plus rapide que ce qu'on a connu depuis 2022. Alors, légèrement au-dessus d'1% l'an. Donc, pour nous, c'est une reprise cyclique parce que on pense que le potentiel de croissance en zone euro, il est relativement faible à cause de la démographie. Il est en dessous de 1%, mais peut-être même plus proche de 0,5 que de 1. Et donc, si on a des taux de croissance à 1 et des poussières pendant 3 à 4 ans, c'est nettement mieux que ce qu'on a connu ces dernières années. C'est une hot économie, quoi. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on pense que le prochain mouvement de la BCE, ce sera plutôt une hausse qu'une baisse. Bien sûr. Mais, voilà. Alors, pourquoi on croit en cette reprise cyclique? Alors, le premier durable, c'est le premier point évident, c'est le plan de relance en Allemagne, qui commence à porter ses fruits. Hein. Pour l'Allemagne, grosso modo, c'est croissance zéro depuis 2022, 2023, 2024, 2025. Et là, au moins 1%. Donc, oui, ils viennent de réviser un peu à la baisse, mais c'est 1%. Quoi. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Donc, il y a ça. Il y a la poursuite des investissements européens, les fonds NGU. Ça, même si le deadline pour recevoir l'argent, c'est cette année, mais... l'argent, il va être dépensé. Ça va être déboursé en 26, 26, 27, 28, ça va continuer. Et puis après, il y a l'immobilier aussi, qu'on voit. L'immobilier qui a été négatif en termes d'investissement depuis 2021, qui est en train de se stabiliser. Alors, c'est pas glorieux, mais rien que ça, c'est le début, en fait. C'est plus un contributeur négatif à la croissance. Voilà. On croit toujours à la consommation. Et puis après, il y a toutes les histoires, investissements qu'on a tous évoqués ici, et à la fois qui concernent le public, le privé, la défense, l'électrification, la transition climatique, l'intelligence artificielle. Donc... voilà, on est plutôt positif en termes relatifs par rapport aux standards de l'Europe, au taux de croissance qu'on a connu ces dernières années. Mais c'est une histoire cyclique, conjoncturelle. Vous conservez l'idée que la croissance potentielle, alors c'est un range, une estimation, une fourchette. Vous êtes plutôt peut-être dans la fourchette basse, mais vous modifiez pas les perspectives de croissance potentielle. L'histoire structurelle, elle est encore... Oui, pour l'instant, on les voit entre 0,5 et 0,8%. Là, en sachant que si on croit aux projections démographique des instituts statistiques nationaux, la force de travail, elle est en train de baisser en zone euro, et qui est un changement radical par rapport aux croissances qu'on a connues depuis les 15 précédentes années. Donc, rien que ça, parce que la croissance potentielle, c'est les productivités et l'emploi. Donc, si l'emploi il ne peut pas progresser, il reste la productivité. Voilà, il reste que la productivité. L'histoire européenne sur le plan de l'investissement, comment vous regardez ça, Claudia? Je sais que vous aimez bien les États-Unis, peut-être l'Asie aussi, et l'Europe dans tout ça. Nous, en fin d'année, on a révisé pas mal nos allocations dans les portefeuilles. On a été, je le mentionnais tout à l'heure, on était pratiquement aux États-Unis et secteur technologique. Et puis, entre septembre et décembre, on est repassé positif sur le Japon, on est passé positif sur l'émergent, on était positionné sur le secteur technologique chinois. Donc, effectivement, on voit qu'il y a relativement une amélioration de la croissance en Europe et une partie de l'Asie aussi par rapport aux États-Unis qui ont vu une croissance rester très bien orientée pendant des années. Donc, on le joue dans les portefeuilles parce qu'on fait du stock picking, qu'il soit encore sur la défense, qu'il soit sur la partie manufacturière. Et il y a les équipements, on voit une reprise dans les équipements aussi. Donc, effectivement, on a un positionnement qui est beaucoup plus large par rapport à la concentration qu'on a eue pendant 2 ans. Je comprends. Et... pour conclure à nouveau sur le thème de la souveraineté, vous lancez une stratégie chez Amplégest. Il y a beaucoup de fonds souveraineté qui naissent chaque jour ou chaque semaine, et c'est très bien, en Europe, en France notamment. Oui, c'est un thème plus large que le seul secteur de la défense, Benjamin. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la défense parce que c'est ce qui a très bien marché en 2025. Mais il y a d'autres thématiques, il y a les technologies stratégiques, il y a l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, on importe encore 60% de notre énergie. La transition énergétique, ça va nous permettre de reprendre le contrôle là-dessus. On a les ressources critiques, on a avoir une industrie complète. On a notre industrie qu'on a délocalisée aux Chinois et qui commence un peu à étouffer nos marchés européens avec des produits subventionnés, mais surtout des produits qui sont de plus en plus de bonne qualité. De qualité, oui, c'est ça, stratégique, vraiment.
Et donc, non, il y a des choses à jouer. Et en fait, ce qui s'est passé au secteur de la défense, l'explosion des carnets de commandes dans le secteur de la défense et la réaction des États et de l'Union européenne, c'est la preuve que quand l'Union européenne est au pied du mur, elle sait faire les choses. Sur la partie ressources critiques, ils ont aussi déjà commencé à sélectionner 47 projets miniers un peu partout en Europe pour aller. On va se remettre à relancer les mines. On va relancer les mines, oui. On est un petit peu obligé. Et d'ailleurs, c'est bénéfique pour les capex des minières parce que du coup, avec cette déglobalisation qu'on a, on va avoir une multitude de projets. Et donc c'est très bénéfique. Et sur l'industrie, c'est ce qu'on disait sur l'Allemagne, qui était l'industriel par excellence. C'est très compliqué depuis 2019. Et donc ce plan MERS, là, qui veut investir 500 milliards sur 10 ans, ça devrait, on espère, relancer l'industrie, même si pour l'instant c'est encore un peu compliqué, notamment sur l'automobile, la chimie et tout ça. Ouais. Demain, ce sera la journée de l'Europe, sur le plan macro en tout cas, puisqu'on aura les premières estimations de croissance pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la zone euro dans son ensemble, et puis de premières estimations d'inflation également en Allemagne ou encore en Espagne pour le mois de janvier. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benjamin de Lacvivier, gérant action chez Amplégest, Claudia Panzeri, CIO d'UBS France et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions immobilières cotées, bien sûr, en Europe, autrement dit les foncières cotées. Nous faisons le bilan 2025 et nous évoquons bien sûr les perspectives 2026 avec Laurent Saint-Aubin, qui est à mes côtés, le directeur de la gestion action de Sofidy. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Vous gériez un fonds qui s'appelait chez Sofidy Sélection 1, qui était le fonds action coté à côté des SCPI de Sofidy. Changement de nom, le Sofidy Sélection 1 devient donc Tikehau Listed Real Estate, une petite fusion entre Sofidy et Tikehau. Sofidy était déjà bien sûr une filiale majeure immobilière de Tikehau. Donc voilà, juste pour le changement de nom, l'objectif reste le même, surperformer le marché des actions du secteur immobilier européen. Laurent, globalement d'ailleurs, comment s'est comporté le marché des foncières cotées en 2025? Est-ce que l'environnement était un peu plus favorable et comment vous jugez la performance globale de ce secteur au terme de l'année passée? Alors l'environnement n'a pas été plus favorable. On a eu une croissance qui est restée finalement solide et donc a favorisé plutôt les valeurs cycliques. On a eu cet engouement pour l'intelligence artificielle qu'on n'associe pas aisément avec l'immobilier. Et puis les coûts de financement ont légèrement augmenté. Donc ça, c'est pas très favorable. Et sur le plan industriel, les transactions qui sont le marqueur d'une évidence de décote trop importante des patrimoines immobiliers des foncières, ces transactions ont été décevantes au second semestre. Donc dans ce contexte pas très favorable, je considère que la performance de l'immobilier coté en 2025, elle a été plutôt honorable, avec une performance voisine de 9%. 9%, c'est quoi? C'est pas de réévaluation des multiples ou de baisse de la décote, mais uniquement le produit mécanique des rachats d'actions. Donc il y a moins d'actions, donc toute chose égale par ailleurs, ça fait monter le cours de bourse, et surtout d'un élément qui est très particulier aux foncières, qui est la distribution de dividendes. Le dividende, en moyenne, des foncières cotées en zone euro, il est proche de 6%. Donc, c'est une bonne partie de la performance, quoi. Donc finalement, les valorisations, elles restent au même niveau et on est capable de délivrer une performance de l'ordre de 9%. Ouais. Dans l'environnement global pour 2026 et la vision que vous en avez, quels sont les paramètres qui peuvent évoluer? Est-ce que justement, on peut avoir des planètes un peu plus alignées pour ce type d'entreprise cotée en bourse? Vous l'avez dit, 2025 a été une année plutôt cyclique. Là, on a plutôt affaire à des profils défensifs, généralement, quand on investit dans l'immobilier en général, et y compris dans les foncières cotées. Finalement, il y a un niveau de risque sur cette classe d'actifs qui est limité. Les valorisations sont... J'entendais quelqu'un qui disait que les valorisations étaient proches des plus bas historiques sur les small cap. Ouais. C'est la même chose sur les foncières cotées. Aussi bien si on regarde les décotes sur actifs qui sont proches de 30%, que les price cash flow qui sont de l'ordre de 15 fois, là où historiquement elles étaient de l'ordre de 18 fois. Donc on part sur une base
pas très exigeante. Ensuite, on va encore embarquer mes rachats d'actions Le rendement, oui, c'est ça. et mon rendement. Ouais. Et avec ça, on a un jour la perspective d'une réévaluation des multiples ou d'une réduction de la décote qui interviendra, j'en suis vraiment convaincu, mais je ne sais pas quand. Et puis, vous avez quand même la fin d'une période où les foncières se désendettaient, donc finalement tapaient dans leur potentiel de croissance. Là, aujourd'hui, on est dans une phase plutôt de reprise de la croissance externe pour les meilleures foncières, celles qui ont les meilleurs bilans. Ouais. Donc, c'est très, très clair, par exemple, pour une foncière qui est bien connue, qui est Clépierre, qui n'avait rien acheté depuis 2018 et qui a acheté de coup sur coup 3 très grands centres sur les 2 dernières années. Donc, cette perspective de croissance externe un peu renouvelée et des sociétés, certaines sociétés qui ont des actifs rares, vont remonter les perspectives de croissance et donc de croissance des dividendes. Donc on en revient à la mécanique du départ. Voilà. Donc un secteur pas cher, très peu risqué, et qui constitue à mes yeux une alternative tout à fait crédible par rapport à cette masse investie dans les fonds monétaires ou dans les fonds euros qui bientôt ne seront plus boostés en termes de rendement. Oui, et donc ça peut engendrer aussi une mécanique de flux, effectivement, dans l'échelle des risques. On passe pas généralement du fonds euro au Bitcoin, quoique aujourd'hui je ne sais plus, mais voilà, la partie foncière est un bon intermédiaire justement pour des gens qui quitteraient un peu ces produits boostés ou ces fonds euros traditionnels. En tout cas, je le souhaite. Oui, on le souhaite évidemment pour le secteur. Je reviens à ces histoires de croissance qui renaissent. Effectivement, ça veut dire quoi pour vous d'un point de vue de marché d'investissement? Ça veut dire un marché qui va être très discriminant entre les foncières, vous avez cité Clépierre ou d'autres, qui sont capables de réécrire ces histoires de croissance et celles qui seront moins capables de le faire, peut-être, Laurent? Vous avez dans chaque segment de marché des gagnants et des perdants. Il y a quand même un segment qui est très difficile, c'est le segment du bureau. Le segment du bureau qui est le segment le plus cyclique. Donc, on est peut-être dans une perspective de croissance de 1%, mais c'est pas terrible. Vous avez finalement le télétravail qui résiste dans un certain nombre de pays, en particulier en Angleterre. Donc, ça implique pas une hausse du taux d'occupation des bureaux et un appétit de prendre des locaux. Vous avez la nécessité d'investir lourdement pour maintenir les immeubles de bureaux, en particulier pour faire en sorte qu'ils respectent les normes environnementales. Ouais. Et puis vous avez une nouvelle thématique qui est très à la mode, dont je ne sais pas dans quelle mesure elle interviendra, mais qui va peser sur le secteur. C'est la thématique de la destruction d'emplois, en particulier chez les cols blancs, liée à la généralisation de l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas loin de se prendre une deuxième crise. Après le Covid et tout ce que ça a amené comme conséquence pour le bureau, là, c'est peut-être demain la crise IA qui leur tombe dessus. C'est de la rhétorique à laquelle il est très difficile de répondre. Avant le Covid, on disait les foncières de commerce sont mortes, tout le monde va acheter sur Internet. Et en fait, je me rappelle très bien, les foncières sortaient de très bons résultats de commerce, mais les investisseurs disaient de toute façon, ça va arriver l'an prochain. Et en fait, j'ai peur pour le bureau, et là on parle plus seulement de bureaux de périphérie, mais aussi de bureaux de centre-ville. Ce genre d'argumentaire prennent de l'ampleur et les empêche quand même d'enregistrer les performances. Ce soit une épée de Damoclès qui reste un peu et qui altère le sentiment, en tout cas au moins des investisseurs vis-à-vis de ce secteur du bureau. Donc les deux segments qui sont a priori les plus attractifs aujourd'hui, à mon sens, c'est toujours le commerce, en particulier les foncières de grands centres commerciaux, et c'est la logistique, voilà, avec des perspectives géographiques aussi. Historiquement, la géographie, c'était pas très important. Je pense qu'il y a des choses à faire en Angleterre et en Scandinavie. Voilà, et en Europe de l'Est. Vous parliez de l'IA aussi. Alors, il y a toute la thématique, évidemment, des data centers qui peut impliquer de l'immobilier aussi, Laurent. Sauf que j'ai l'impression que le marché n'a pas reconnu beaucoup de valeur dans ce sujet-là, alors que l'IA est partout et que tout le monde sur les marchés vibre au rythme de l'IA, en tout cas. Alors, vous avez des foncières dédiées à ça, cotées à New York, des foncières mondiales.
les anciens blocos allemands de Marseille, il ne faut pas oublier que c'est aujourd'hui un très grand centre de data center en Europe et qui assure le lien avec l'Afrique, qui appartient à une foncière cotée qui s'appelle Digital Realty. Et vous avez un certain nombre de foncières européennes qui se développent dans le domaine des data centers, en particulier une foncière espagnole qui s'appelle Merlin Properties et deux grandes foncières logistiques britanniques qui sont Segro et Tritax. Donc les foncières restent pas l'arme au pied sur ce sujet-là. Et c'est porteur, c'est un segment intéressant dans cet univers des foncières. C'est un segment extrêmement porteur. Vous avez une demande très forte où il y a une barrière à l'entrée. On n'installe pas ça n'importe où. Il faut une connexion au réseau et un savoir-faire. Mais il y a des perspectives de rentabilité sur des centres tout équipés avec des réseaux qui sont de l'ordre de plus de 10% de rendement par rapport aux investissements consentis. Donc, c'est intéressant. Je reviens sur l'histoire de la décote. Là, je voyais, vous le publiez dans le dernier point mensuel que vous faites sur votre fonds, Laurent. La décote sur les ANR, les actifs nets réévalués à fin décembre, elle est de près de 29%. Vous dites, je suis convaincu que cette décote va se résorber, je ne sais pas quand, mais quels sont les éléments qui vont déclencher le début, parce que je crois que ça fait des années qu'on parle avec vous de cette décote, Laurent. D'où viendra le déclic, quand même? Alors, moi, j'ai renoncé j'ai renoncé à ce sujet. Il est très clair que ce sujet se résorbera une fois qu'on aura une reprise des transactions, une reprise de l'intérêt des investisseurs pour acheter des immeubles, et pas des immeubles emblématiques. C'est pas Louis Vuitton qui rachète à Gessina son magasin à l'angle des Champs-Élysées de l'avenue Georges V. Ça sera des transactions banales. Ce jour-là, on aura des évidences. Moi, ce qui m'intéresse plus, encore une fois aujourd'hui, c'est les foncières qui vont délivrer de la croissance. La croissance, c'est la croissance structurelle. C'est quelque chose que j'apprécie, et c'est d'autant plus appréciable que les ratios les multiples de résultats aujourd'hui sont de la même manière que les ratios de décote à des plus bas historiques, à des plus bas de plus de 20 ans. Voilà. Et là, on a un certain nombre de foncières, pas toutes. La croissance moyenne des cash flows par action des foncières, c'est pas terrible, c'est 4%. Mais au sein de ça, vous avez des foncières qui vont délivrer des 10-20% de croissance des cash flows. Bon, le retour des histoires de croissance, donc, dans ce segment et ce secteur des actions immobilières cotées, des foncières cotées. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Laurent Saint-Aubin, directeur de la gestion action de Sofidy, était notre invité ce soir.